Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans votre 19-20. La Bretagne en vigilance orange depuis 17 h dans le Finistère et le Morbihan. On se prépare à des vagues de plus de 5 mètres de haut. Une partie du littoral pourrait être submergée en raison des vents et d'un fort coefficient de marée. Le livre à ne pas mettre entre toutes les mains, 50 nuances de Grey, un roman sadomasochiste à l'eau de rose. Les Américaines en raffolent, les Françaises le découvrent en librairie depuis ce matin. En Haute-Normandie, l'actualité, c'est toujours bien sûr Petroplus. Au lendemain de la décision du tribunal de commerce de Rouen de liquider la raffinerie, nos équipes se sont rendues à Petit-Couronne et au Havre. Comment accuse-t-on le coup et envisage-t-on l'avenir? Reportage à suivre dès le début de ce journal. Populaire, c'est un film qui nous plonge dans la France de la fin des années 50, au temps béni des dactylos, très rafraîchissant à l'heure des technologies high-tech qui jalonnent notre quotidien. Le réalisateur, un Roi, Régis Roinsart, et la comédienne principale, Déborah François, seront sur notre plateau pour en parler. Mais on débute donc ce journal par Petroplus. Hier, l'annonce de la liquidation de la raffinerie de Petit-Couronne a fait l'effet d'une bombe. Certes, l'activité est prolongée jusqu'au 15 décembre. D'éventuels repreneurs ont jusqu'au 5 novembre pour se prononcer. Mais dans la commune de Petit-Couronne, qui vit au rythme de l'usine depuis 1929, on est très inquiet. Quel impact pour le tissu économique local, déjà fragilisé depuis plusieurs mois? C'est un reportage d'Emmanuel Partouche et Stéphane Lotte. Les cheminées de la raffinerie brûlent encore, mais dans ce bar situé à quelques centaines de mètres, l'activité est en berne. 20 couverts en moyenne contre 60 avant le début du conflit Petroplus. Et la patronne doit encore travailler 13 mois avant de partir en retraite. Qu'est-ce qu'il va racheter nos commerces, on ne sait pas. Après, faire un petit restaurant ici, peut-être que quelqu'un va oser, mais je vais essayer de tenir encore un an. Et puis si vraiment il n'y a rien, je vais vendre. Après, essayer de retrouver du travail à ma serveuse. Ici, le nom des sous-traitants, clients fidèles, s'affiche au-dessus du comptoir. Parmi les habitués, il y a ce chef d'entreprise installé à Petit-Couronne. Il ne travaille pas directement avec Petroplus et ne veut précipiter aucune décision, mais les questions sont déjà là. Si Petroplus est amené à disparaître et qu'on doit maintenir l'entreprise sur la commune avec des évolutions et des augmentations d'imposition et tout ce qui s'ensuit, effectivement, on réfléchira à un départ. Avec 750 000 € versés chaque année au nom de la taxe foncière sur le bâti, Petroplus représente 5% du budget municipal, soit l'équivalent de la taxe d'habitation versée par les résidents de Petit-Couronne. Les impôts locaux augmenteront-ils pour compenser le manque à gagner ? Ma volonté est non. Il faudra qu'on réfléchisse avec l'ensemble du conseil municipal, mais également les services pour essayer de faire des économies sur le budget de la commune. Autre interrogation, en cas de fermeture définitive du site, qu'adviendra-t-il des 220 hectares occupés par la raffinerie? Cela représente 20% du territoire de la commune. D'importantes répercussions économiques et sociales, on vient de le voir, autour de la raffinerie, mais aussi bien au-delà. Les entreprises portuaires situées au Havre et sur la Seine sont les premières touchées. Danilo Comodi, Colombine Denis et Hervé Colosio. Le pétrole brut qui alimente la raffinerie de Petit-Couronne arrive au Havre. Le terminal pétrolier, la CIM, en importe 400 000 tonnes par mois pour Petroplus, réexpédiées ensuite par pipeline. La liquidation d'hier, ce sera donc ici. Moins de bateaux, donc moins de pilotage, moins de remorquage et moins de lamanage. Et dans les caisses du port, 15% de taxes en moins. Jean-Louis Gégaden représente le département au port du Havre. Il prévoit des dégâts bien au-delà de Petit-Couronne. On ne peut pas dire que c'est le problème de la raffinerie. L'incidence, l'impact va être beaucoup plus large que ça, y compris ici au Havre pour le développement du port, pour les investissements qui sont prévus par le port. S'il n'y a pas ces rentrées d'argent, ces moyens financiers qui sont accordés au port, évidemment qu'on aura des difficultés sur le développement du port du Havre. Sur la Seine, l'impact est également conséquent. La raffinerie exporte ses produits finis par bateau. Les pilotes de Seine qui assistent les navires ont déjà calculé leur manque à gagner. Évidemment, ça a un impact sur notre activité qui se chiffre aux alentours entre 10 et 11% de notre activité qui s'est évaporée. Et dans le même ordre d'idée pour notre diminution de recettes. Il est encore trop tôt pour savoir si cette baisse de trafic aura des conséquences directes sur l'emploi dans les métiers portuaires. Mais une chose est sûre, la pente négative du trafic d'hydrocarbures au Havre ne se redressera plus.
On reste au Havre avec un nouveau braquage ce matin, cible des malfaiteurs cette fois, un magasin de discount alimentaire. Vers 7 h, 3 individus cagoulés et armés ont attendu l'arrivée d'un salarié pour s'introduire dans le magasin. Ils ont ensuite vidé le coffre-fort et sont repartis avec de l'argent liquide, moins de 10 000 euros. Depuis, aucune trace des braqueurs. La police judiciaire a été chargée de l'enquête. Et les réquisitions dans le procès des 3 malfaiteurs qui ont dépouillé avec une extrême violence 2 familles fortunées en 2009. On vous parlait de ce procès aux assises de Seine-Maritime en début de semaine. L'avocat général a requis 20 ans de prison pour Patrick L'Enfant, 15 ans pour son fils du même nom et 12 ans pour leur complice, un gendre de la famille. Demain, ce sont les plaidoiries de la défense. Le verdict devrait être rendu dans la soirée. C'est un tout nouveau métier, APS, assistant de prévention et de sécurité. 500 sont déployés dans toute la France, dont 16 en Seine-Maritime. Ces assistants sont placés dans les collèges et lycées réputés sensibles pour lutter contre tout type de violence. Actuellement en formation, voyons à quoi ressemble le rôle de ces APS avec Renaud Parquet et Sylvie Françoise. Depuis début octobre, Brice suit une formation d'assistant de prévention et de sécurité au rectorat de Rouen. Un nouveau métier destiné à lutter contre la violence dans 22 établissements scolaires de Haute-Normandie. Comme lui, ils sont 16, anciens éducateurs, policiers municipaux, assureurs, tous en reconversion professionnelle. Et outre la théorie, ils doivent passer une journée par semaine dans un établissement scolaire. Ça nous permet de rencontrer les différentes personnes, du personnel, les CPE, les assistantes sociales, l'infirmière, de créer des liens, de voir un petit peu comment et ressentir un petit peu le climat scolaire. Brice interviendra au collège Nelson Mandela d'Elbeuf, choisi en raison de critères socio-économiques. Depuis plusieurs années, les incivilités se multiplient. Il épaulera donc le personnel dans le travail éducatif. Ce travail-là d'APS, de travailler justement sur qu'est-ce que c'est qu'une incivilité, comment on peut y échapper et faire, encore une fois, on revient sur la notion de prévention. Pour l'heure, Brice prend ses repères et mène un travail d'observation. L'idée pour moi est d'essayer de voir un peu les comportements. Alors les comportements dans les couloirs, les comportements dans les escaliers, les comportements dans la cour, voir s'il y a des jeux dangereux, s'il y a des comportements de violence ou d'habitudes, de mauvaises habitudes. Au 1er décembre prochain, sa formation achevée, son objectif consistera à écouter, comprendre, essayer par le discours d'arriver à modifier le comportement des élèves et les mener vers une bonne conduite. Le conflit à la TCR, les transports en commun de l'agglomération rouennaise, conflit qui est rentré dans sa 2e semaine. Les conducteurs demandent notamment une augmentation de leur salaire. Grève perlée, donc demain, le débrayage dans le métro, le Théor et les bus. C'est entre 8 h et 8 h 55, comme vous le voyez à l'écran. Prenez vos précautions. Toutes les précisions sur notre site internet. Et direction maintenant l'extrême sud de la région. Nous partons pour Saint-Rémy-sur-Avre. Cette commune, située à la frontière de l'Eure et de l'Eure-et-Loire, détient 2 tristes records. Record de trafic et record de pollution en cause. La route nationale 12 qui traverse la commune, toujours pas achevée pour des raisons budgétaires. Le projet de contournement de Saint-Rémy n'a cessé d'être différé dans le temps. Aujourd'hui, le dossier semble enfin avancer. Frédéric Lafont, Éric Lambert. 1 million de véhicules chaque mois, un flux incessant de voitures et de poids lourds traverse Saint-Rémy-sur-Avre. Une situation intenable pour les riverains de la RN12. On atteint 40 000 véhicules par jour en moyenne. C'est quand même dramatique, dont pratiquement certains jours plus de 8 000 poids lourds. Et c'est ce trafic d'ailleurs qui pose le plus de problèmes puisqu'il génère du bruit, des vibrations, également beaucoup de pollution. En passant son doigt sur ces murs, Gérard montre les dégâts de la pollution. Voilà ce que je respire au quotidien, ce qui passe dans mes poumons. Cette pollution atteint des records dans cette partie de la vallée. Joël habite près d'ici. Il décrit une situation devenue dangereuse. À 7 reprises, des camions ont percuté ma maison. Un jour, j'ai récupéré un tronc dans ma propriété. Je ne suis pas le seul. Aujourd'hui, je suis embêté avec mon livreur de gaz qui refuse de me livrer parce qu'il ne peut plus stationner. Donc la vie est devenue difficile. Très difficile. Les premières études datent de 1965. Aujourd'hui, le dossier avance. Un tracé fait le consensus. Il passe au sud de Saint-Rémy, ce dont se réjouit le maire de cette commune. Celui qui passe effectivement au sud de Saint-Rubin-des-Joncherets et qui rejoint la nationale de manière à pouvoir prendre en compte la nationale 12 actuelle et la traversée de Dreux. Cette déviation fera l'objet d'une concession autoroutière et si la conjoncture économique ne bouleverse pas la donne, Saint-Rémy aura son contournement, mais il faudra encore être patient, pas avant 2018.
Devoir de mémoire au Conseil général de Seine-Maritime avec cette conférence organisée il y a quelques minutes à l'occasion du 70e anniversaire de la rafle du Vel-d'If. Kader Arif, le ministre en charge des anciens combattants, est sur place. Il s'est entretenu avec plusieurs déportés des camps de Ravensbrück et de Buchenwald en Allemagne. Un petit mot de hockey sur glace dans le cadre de la Coupe de la Ligue. Les Dragons se déplacent ce soir à Neuilly-sur-Marne. On en vient à notre film populaire, je vous le disais dans les titres, c'est le nom du tout premier film d'un réalisateur eurrois, Régis Ronsard. L'action se passe à la fin des années 50 en Normandie. Une jeune femme interprétée par Déborah François décide de devenir dactylo. Le film sortira à la fin du mois de novembre, mais dès ce soir, une avant-première a lieu au Pâté Doc 76 à Rouen, dès 20h15. Le réalisateur et sa comédienne sont sur notre plateau ce soir. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Vous avez quelques minutes avant cette avant-première. Merci d'être avec nous. On va tout de suite se mettre dans l'ambiance de populaire en regardant la bande-annonce du film. Être secrétaire, c'est moderne. Toutes les filles veulent être secrétaire. C'est rencontrer un tas de gens, faire le tour du monde, travailler pour de grands hommes. La réalité est moins chic que ce qu'on raconte dans les journaux. Faut retourner chez vous. La seule chose que je fais vraiment bien, c'est taper à la machine. C'est le minimum pour une secrétaire. Voilà, c'est un petit extrait de la bande-annonce. Régis Ronsard. Alors, faire tout un film sur une jeune fille qui tape à la machine, c'est culotté quand même, fallait oser. Comment vous est venue l'idée? Déjà, en fait, j'avais envie de faire un film un peu hors norme, voilà, et je me suis dit, allez, commençons. Pour le premier film, voilà, commençons avec un premier film, avec un sujet qui a jamais été traité. Et en fait, j'ai vu un documentaire un jour sur l'histoire de la machine à écrire, et il y avait 20 secondes d'images d'archives sur des vitesses, enfin des championnats de vitesse dactylographique. Mais ça va vite, hein, on le voit dans cette. Ah oui. Et moi, ça m'a rendu dingue. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc et tout. Et donc, durant 3 ans, j'ai enquêté là-dessus. J'ai rencontré d'anciens champions. Et il n'y a pas de bon pour la dactylo. Non, pas du tout. Mais en fait, je fais ce qu'on appelle des pamphilleries. C'est-à-dire, comme le personnage interprété par Déborah, je suis très maladroit au début quand je commence. Donc, en fait, j'ai enquêté. Et puis, j'ai écrit ce scénario en me référant à tout ce que m'avaient dit les championnes de dactylo de ces années-là. C'est vrai, on voit que c'est assez documenté. Alors, Déborah François, on le voit aussi à l'époque, c'est le must d'être dactylo. Beaucoup de filles veulent faire ce métier. C'est ce dont toute fille moderne rêve, hein. Vous dites dans le film, vous avez 25 ans. Comment vous abordez un rôle comme ça? Vous, j'imagine, votre quotidien, c'est plutôt Internet. C'est autre chose que la dactylographie. Oui, c'est autre chose, mais je peux comprendre cette envie de s'émanciper, en tout cas. Donc après, c'est sûr que si Rose Pamphile était née en 2012, c'est sûr que ça aurait pris d'autres voies. En l'occurrence, là, voilà, il y a une voie qui est tracée, c'est de pouvoir avoir un travail, c'est de pouvoir être indépendante financièrement. Donc ça passe pour elle, en tout cas par la dactylo. Parce qu'on le voit effectivement, c'est la fin des années 50, elle est assez rebelle, hein, elle veut pas rester à la maison avec son mari. Hein. Elle est rebelle, elle veut pas, elle est fiancée, elle veut pas se marier, elle veut pas rester auprès de son père, elle veut absolument travailler, elle dit toujours ce qu'il faut pas à son patron, elle a pas de filtre. Et on disait ça va vite, comment vous êtes entraîné pour taper aussi vite? J'ai eu en tout et pour tout quasiment entre 6 et 7 mois de dactylographie. Donc au début, je tapais très mal. Mais voilà, c'était très intensif. Les choix musicaux aussi, Régis Ronsard, on voit, il y a Dactylo Rock, bien sûr. C'était aussi l'idée de se replonger dans cette période, les 50s? Oui, parce que je pense qu'en fait, c'est une période très rock'n'roll au niveau de la musique et que c'était un plaisir de pouvoir mettre les morceaux que j'aime. Donc, il y a de la musique originale, mais il y a effectivement Dactylo Rock, il y a des rocks un peu américains, il y a ce genre de choses. C'est un film très rock. Et le choix de Lisieux? Parce que vous êtes un enfant de la région? Non, parce que en fait, on a trouvé que Lisieux était architecturalement une ville très intéressante parce qu'une ville de reconstruction après la guerre et qui avait vraiment un cachet 50 et que j'avais envie que l'action se déroule en Normandie parce que c'est une région que j'adore et voilà, on a tourné là-bas. Bon bah merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Le film sort le 28 novembre. Ouais. Là vous faites plein d'avant-premières. Tout à l'heure donc dans une petite aire au Pâté Doc 76 à Rouen. Ouais. Puis il y a aussi Romain Duris, Bérénice Bejo, Miu Miu et Eddie Mitchell. C'est assez croustillant ce couple. Plein d'acteurs dans ce film. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Et on reste dans le cinéma via aux collectionneurs d'affiches de films. Jusqu'à 20h30, grande vente à l'Omnia, rue de la République à Rouen. 200 lots de grands films français et étrangers. Recherche acquéreur. Vous pouvez y aller si vous avez un peu de temps. On écoute tout de suite Hervé Aguilar, le directeur de l'Omnia.
Certaines affiches sont assez rares. D'ailleurs, il y aura de très très belles pièces de collection. Il y a la très belle affiche de Pierrot le Fou, de Jean-Luc Godard, qui va être proposée. Il y a la très belle affiche originale de Pour une poignée de dollars. On va trouver aussi des affiches de Jacques Tati. Il va y avoir des séries d'affiches autour de noms prestigieux comme Lino Ventura. Enfin, c'est vraiment, il y en a pour tous les goûts. Alors, ce sont beaucoup des affiches de collection qui sont anciennes, qui peuvent dater des années 50, 60, 70. Et après le cinéma, on continue à s'évader avec les casinos. C'est le thème du feuilleton cette semaine. Jean-Paul Lussot et Didier Meunier nous emmènent ce soir dans les coulisses du plus important casino de la région, celui de Forges-les-Eaux, vous le voyez depuis lundi. Et donc ce soir, le métier qu'ils nous font découvrir, c'est responsable de salle. Elle surveille le jeu, mais pas que, vous allez voir. Moment stratégique. On ouvre les machines pour les entretenir ou on alimente les distributeurs. Sylvie, la responsable, est accompagnée d'un technicien. Dans un casino, les actes importants s'effectuent toujours à deux. Lui, il a le droit de toucher l'argent, moi j'ai absolument pas le droit. Sylvie est membre du comité de direction, MCD en langage casino. D'abord caissière, il y a 17 ans, puis la compta, maintenant patronne de la salle. Elle représente ici le directeur. Ce milieu-là, oui, on s'y attache. Il n'y a pas la routine du travail, comme si on prend sa voiture, on va tous les jours au bureau à 8h et à 17h on est sorti. La salle des machines à sous, son domaine, a deux visages. C'est calme, on fait notre travail tranquillement, le côté technique. Et à partir du moment où on ouvre le rideau, voilà, tout le monde rentre, c'est autre chose. Et accueillir des joueurs commence par soigner sa présentation. Ils sont sensibles à ça. J'ai beaucoup de clients qui me disent... à l'époque, j'avais beaucoup de tailleurs, j'étais toujours bien habillée. Donc si, ils sont sensibles. Chaque jour, elle vérifie la fascination des machines exercées sur les joueurs. Son rôle, rentrer en contact avec ceux qui perdent le contrôle d'eux-mêmes. On oublie tout quand on est devant une machine à sous. On se change complètement les idées, on oublie. On n'est pas la même personne, je pense, à l'intérieur d'une salle de machine à sous qu'à l'extérieur. C'est toujours sympa de voir quelqu'un de gagner, mais après il y a l'autre côté du revers de la médaille. Il y a des clients insatisfaits, il faut gérer ces problèmes-là. Une équipe de techniciens l'assiste pour entretenir les machines. Ils sont aussi témoins de la passion qui peut être quelquefois violente du jeu. Des clients qui passent leur nerf sur les machines, qui cassent des carreaux, oui, ça arrive. Oui. La gestion de ce genre de problème, ça revient aux responsables de salle. Après, le changement du carreau, oui, c'est pour nous. Le casino propose à ceux qui ne se maîtrisent plus de se faire interdire d'accès. Et c'est à Sylvie de négocier avec le joueur en perdition. Il y a des solutions, on peut limiter les chèques, on peut limiter les cartes bancaires. De toute manière, c'est déjà fait automatiquement. Donc essayez de venir avec un peu moins d'argent, avec un peu moins d'espèces, repartez dès que vous avez terminé. Ça ne sert à rien non plus d'aller ruiner un client, c'est pas le but. Nous, on préfère les avoir plus régulièrement, mais avec des petites sommes. Il faut du coup d'œil, de la psychologie. Le casino et sa salle de machines à sous est un monde en équilibre entre les plaisirs et les tensions. Équilibre maintenu par des professionnels confirmés. Et demain, un nouvel épisode, bien sûr, avec Jean-Paul Lussot et Didier Meunier, toujours. À suivre la météo, puis votre édition baie de Seine. Les habitants de l'estuaire découvriront notamment le tout nouveau simulateur de navigation au lycée maritime de Fécamp. Vous le voyez actuellement à l'image. Et puis partout ailleurs, vous ne ratez pas ce spécial vu d'ici en direct du Stade Lauzet à Petit-Quevilly avec Grégory Tellu pour le tirage au sort du 6e tour de la Coupe de France. Vous savez que l'USQ est sorti, mais il y reste des équipes. Et donc ce 6e tour, le dernier dans la région, c'est dans un instant juste après la météo. Ensuite, il y aura bien sûr, après vos rendez-vous régionaux, le journal national à 19h30. Voilà, passez une très belle soirée avec nous. À demain.